Bonjour. Alors les micros ne sont jamais réglés à ma taille. Je vais essayer de le monter le plus haut possible. Non, je n'ai aucun commentaire sur la taille des autres. Alors bonjour à toutes et à tous. Alors tout d'abord, merci beaucoup de m'avoir invité. C'est vraiment un plaisir d'être ici aujourd'hui avec vous pour parler d'un sujet sur lequel j'ai beaucoup travaillé et sur lequel j'ai beaucoup discuté avec mes étudiants de philosophie. Alors moi, je suis effectivement historien des idées, c'est-à-dire que je travaille sur les rapports entre la philosophie et la médecine, et en particulier dans l'Antiquité gréco-romaine. Alors, c'est celui du bas, voilà. Donc aujourd'hui, je vais vous parler de deux choses. D'une part, de la place qu'occupait l'avortement provoqué dans l'Antiquité, et d'autre part, ça me semble intéressant pour les débats d'aujourd'hui, d'autre part de la manière dont on est allé convoquer l'Antiquité pour justifier de l'interdiction du droit à l'avortement. C'est-à-dire il y a un certain nombre d'historiens, d'hommes politiques, de théoriciens, qui sont allés rechercher dans les textes antiques une origine supposée, fantasmée, d'une interdiction morale de l'avortement. Donc c'est ce que je vais voir aujourd'hui avec vous. Alors, lorsqu'au XIXe siècle, on a commencé à chercher des textes qui auraient interdit le droit à l'avortement, on est allé chercher les textes législatifs et les textes moraux les plus anciens qu'on pouvait. Donc on est allé chercher, par exemple, dans le Code d'Hammurabi, c'est un texte mésopotamien qui a 4000 ans, dans lequel on a toutes les activités humaines qui sont énumérées, et le texte législatif nous dit c'est autorisé ou c'est interdit, et si c'est interdit, quelles sont les peines. Et manque de peau, dans ce texte, il n'y a aucune mention de l'avortement. Donc il y a certains théoriciens qui ont essayé de tordre le texte pour essayer de lui faire dire ce qu'il ne disait pas, mais il ne le dit pas. Pareil pour les autres textes que je vous ai affichés. Le papyrus d'Ebers, c'est un papyrus médical égyptien dans lequel il y a toutes les pratiques médicales qui existent et qui sont autorisées ou interdites. Il y a bien l'avortement est autorisé, mais il y a des théoriciens qui ont quand même compris que c'était interdit. Ils ne doivent pas lire les langues anciennes comme moi, mais moi, en fait, les langues anciennes, c'est ma spécialité, donc je les lis, donc je sais ce que ça dit. Donc ça ne dit pas que c'est interdit, ça dit même que c'est autorisé. Dans l'Ancien Testament, pour ceux qui connaissent bien le texte, il n'y a aucune interdiction non plus de l'avortement. Et même dans les textes judéo-chrétiens, il est dit à plusieurs reprises que dans certains cas, l'avortement est autorisé. C'est le cas par exemple du Talmud. Là, vous avez le Talmud de Babylone. Dans le Talmud, il est bien précisé que lorsque la vie de la mère est en danger, il faut que le médecin pratique l'avortement. Donc même dans les textes religieux, dans les textes fondateurs de la religion judéo-chrétienne, l'avortement est autorisé. Ça, il faut bien avoir conscience et arrêter de croire les gens qui déforment les textes de l'Antiquité. Alors, qu'est-ce qu'on est allé chercher de manière plus évidente parce que les autres textes ne convainquaient pas assez? On est allé chercher le serment d'Hippocrate. Alors ça, je pense que c'est un texte que vous connaissez tous. Le serment d'Hippocrate, contrairement à ce qu'on dit, c'est un texte qui est très compliqué et qui pose un certain nombre de problèmes en histoire des idées. D'une part, parce qu'on ne sait pas exactement qui est l'auteur. Ce n'est pas Hippocrate. On ne sait pas exactement à quelle époque ça a été écrit. On sait à peu près que c'est le IVe siècle. C'est certainement un élève d'Hippocrate qui avait suivi ses cours, mais on ne sait pas exactement qui. Donc il y a un certain nombre quand même de questions sur ce texte qui posent problème. On est allé le chercher, bien sûr, parce que c'est un texte qui constitue le fondement de l'éthique médicale occidentale. Donc si ce texte-là interdit l'avortement, c'est du pain béni pour tout ce qui s'oppose à la pratique. Alors que le texte dit, alors ne vous inquiétez pas, je vous l'ai écrit en grec, mais aussi dans sa traduction française, mais j'imagine que vous êtes tous de brillants hellénistes. Que dit la traduction? Ça vous fera des souvenirs peut-être de collège ou de lycée, pour ceux qui en ont fait. Le texte dit « Je ne remettrai à personne, même sur sa demande, une drogue mortelle, ni ne prendrai l'initiative d'une telle suggestion. » Phrase suivante, de même, « Je ne remettrai pas non plus à une femme de pécer abortif. » C'est ce que le texte dit. Donc là, c'est génial. Les théoriciens du 19e qui cherchaient un texte antique qui justifiait l'interdiction de l'avortement étaient comblés, puisqu'on avait enfin un texte dans lequel il était dit
l'avortement est interdit. C'est comme ça qu'on l'a compris au XIXe siècle. Alors à partir de là, on a fantasmé une médecine antique qui n'existe pas, tout simplement parce que les traités médicaux de l'Antiquité sont pour la plupart non traduits et non édités. Donc en gros, il n'y a que les philologues, comme moi et mes étudiants, qui peuvent les lire. Les historiens, généralement, ne les connaissent pas, ne peuvent pas les connaître. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? On a imaginé, on a fantasmé une médecine de l'Antiquité qui aurait été une sorte de médecine idéale, qui défendrait la vie à tout prix, et qui serait à l'origine de plusieurs éléments éthiques de la médecine actuelle. En particulier, je vous en ai donné 3. Le principe du primum nocere, d'abord ne pas nuire, qui est un principe qu'on attribue à l'Antiquité, mais qui n'existe absolument pas dans l'Antiquité. C'est même un contresens absolu sur les textes antiques, puisqu'il n'est jamais... Alors déjà, l'expression n'existe pas, primum non nocere, vous le trouverez nulle part. Ça a été inventé au XIXe siècle. Et en plus, même l'idée ne se trouve nulle part dans les textes antiques. On a plutôt même l'inverse. C'est-à-dire que très souvent, dans les traités médicaux grecs ou latins, on a plutôt tendance à dire faut faire ce qu'il faut. Donc très souvent, on sacrifie des morceaux, on sacrifie des parties, on sacrifie des jambes, même s'il le faut, d'accord? C'est assez violent quand même, la médecine antique. Donc on n'est pas du tout dans le primum non nocere, pas du tout, ça c'est un fantasme. On n'est pas du tout non plus dans l'objection de conscience. Là aussi, les théoriciens de l'objection de conscience ont dit que c'est quelque chose qui vient de l'Antiquité, d'une Antiquité idéalisée, où chacun aurait une éthique individuelle qui viendrait de la philosophie. Ça n'existe pas non plus. Et l'éthique pro-life, ou pro-vie pour le dire en français, ça aussi c'est quelque chose qu'on a attribué à l'Antiquité, dont les fondements ont été recherchés par les théoriciens de l'Antiquité, et ça non plus, vous ne le trouverez jamais. Donc autrement dit, il y a une sorte de fantasme sur la médecine antique, comme si c'était une sorte de médecine ultra respectueuse de la vie, vers laquelle il faudrait se tourner, qui aurait interdit l'avortement, et qui justifierait le fait qu'aujourd'hui on l'interdise. Alors ça, bien sûr, c'est du fantasme absolu. Alors, je reviens sur notre texte. Je ne remettrai pas non plus à une femme de PCR abortif. Est-ce que c'est une interdiction de l'avortement? On a 2 lectures de ce passage. Première lecture, c'est une lecture littérale. Donc s'il dit « je ne remettrai pas de PCR abortif », c'est que le médecin ne doit pas le faire. Donc, autrement dit, l'interdiction est proscrite par le serment d'Hippocrate. Ça, c'est la lecture littérale qu'ont ceux qui ne connaissent pas le texte et qui ne connaissent pas la médecine antique. Deuxième lecture possible, c'est celle qui va nous intéresser aujourd'hui, c'est la lecture contextuelle, c'est-à-dire la lecture qui prend en compte à la fois l'entièreté du corpus hippocratique, ça fait beaucoup de textes, des milliers à vrai dire, et l'entièreté de la médecine antique. Et même, j'ai envie de dire, l'entièreté de la société antique, c'est-à-dire des lois juridiques, de ce qui se passe dans les procès, de la philosophie. Si on prend en compte tout ça, qu'est-ce que le texte nous dit? Alors en réalité, ce texte-là, il peut être lu de plein d'autres manières. Je vous donne 3 exemples. Premièrement, pourquoi il faudrait comprendre absolument que ça dit qu'il ne faut pas que le médecin pratique l'avortement provoqué? Première lecture possible. Ce n'est pas à la femme qu'il faut le remettre, mais à son mari. Première lecture possible. Pourquoi c'est une lecture contextuelle? Parce que si vous connaissez un peu l'Antiquité, vous devez savoir que dans l'Antiquité, il y a ce qu'on appelle la patria potestas, c'est-à-dire le pouvoir du père, et c'est le père qui décide qui vit ou qui meurt dans la maisonnée. Ça, c'est une loi de l'Antiquité, donc c'est le père qui décide, il a le droit de vie et de mort sur toute la maisonnée, c'est-à-dire son épouse, ses enfants et ses esclaves. Donc ce n'est pas à la mère de décider de la vie ou de la mort de l'enfant à naître potentiellement, mais c'est au père. Première lecture possible. Deuxième lecture possible. Ce n'est pas à une femme, sous-entendu une sage-femme, qu'il faut donner le PCR abortif, mais à un médecin. Non, homme. Alors ça, le contexte vient de la rivalité qui existe dans l'Antiquité, qui n'existe plus aujourd'hui bien sûr, entre les médecins d'un côté et les sages-femmes de l'autre. Alors les médecins, ce sont tous des hommes dans l'Antiquité, ce qui n'existe plus aujourd'hui bien sûr, et les sages-femmes, ce sont toutes des femmes.
Le médecin en grec, c'est iatros, et la sage-femme, c'est maia, hein, ça a donné maïotique. Et en latin, c'est medicus, c'est saga, hein, saga qui a donné le terme sage, puis sage-femme. Saga, en réalité, pour ceux qui le savent, hein, à la base, en latin, ça veut dire la sorcière, l'empoisonneuse, la mégère, l'entremetteuse, celle qui travaille les prostituées, autrement dit, toutes les vilaines femmes, hein, qui ne font pas ce qu'il faut. Bon. Donc, deuxième lecture possible. Et troisième lecture possible, ce n'est pas un PCR qu'il faut donner, mais autre chose. D'accord ? Il ne faut pas donner de PCR abortif, mais d'autres choses. Hein. Troisième lecture possible. Bon, bizarrement, ceux qui voulaient interdire l'avortement ont considéré que ça voulait dire qu'il ne fallait rien donner. Hein, mais c'est une lecture parmi d'autres. Alors, moi, ce qui m'intéresse, c'est que quand on va voir le corpus hippocratique, puisque si dans le serment d'Hippocrate, il est dit qu'il ne faut pas pratiquer l'avortement, eh bien, la logique, ça serait que dans le corpus hippocratique, il n'y ait pas d'avortement. D'accord ? Ou alors, il y a un problème de logique, il y a quelque chose que je ne comprends pas. Eh bien, pour ceux qui connaissent le corpus hippocratique, ça parle sans arrêt d'avortement. Donc, il y a un problème. D'accord ? Si dans le corpus hippocratique, on a le serment dans lequel on nous dit qu'il ne faut pas avorter, et qu'après, dans les autres textes, tous les autres textes, on nous dit qu'il faut avorter, il y a un problème de logique. Alors, dans le corpus hippocratique, on a 128 compositions pharmaceutiques d'abortifs, ce qui fait beaucoup quand même. Il y a l'embarras du choix. Et Hippocrate nous donne, ou les auteurs hippocratiques nous donnent des motifs d'avortement, jamais sans aucun jugement. Il n'y a pas de jugement sur les motifs d'avortement, même les plus légers, vous verrez tout à l'heure. Sur les méthodes de pratiquer un avortement, et sur les résultats. Sur les résultats de ces avortements. Donc, si vous voulez, il y a tout un discours sur l'avortement dans le corpus hippocratique. Alors, les motifs, il y a tout et n'importe quoi. Hein. Là, je vous ai mis les plus fréquents. Donc, ce qu'on retrouve très souvent, c'est le flétrissement prématuré du corps. Hein. Chez les auteurs gynécologiques de l'Antiquité, on a la croyance selon laquelle une grossesse, ça accélère le vieillissement de la femme. Donc, ça fait flétrir son corps. Et donc, en particulier, ça, c'est les raisons qui sont données par les prostituées, les comédiennes, les danseuses dans l'Antiquité qui vivent de leur corps et qui, lorsqu'elles sont enceintes, en fait, perdent tout revenu. Hein. Il n'y a pas le RSA et tout ça dans l'Antiquité. Donc, quand on ne peut plus travailler, on n'a plus rien. Donc, ça, c'est le premier exemple. Alors, je vous ai mis un texte parce qu'il est assez révélateur de ça. C'est Hippocrate, donc de la nature de l'enfant. Une femme que je connais avait une chanteuse, donc c'est une de ses esclaves, renommée, ayant commerce avec les hommes. Il ne fallait pas qu'elle devînt enceinte, hein, pour ne pas perdre de sa valeur. C'est-à-dire que si elle est enceinte, à ce moment-là, elle ne pourra plus se produire sur scène. Alors vous allez me dire pourquoi aujourd'hui il y a des femmes enceintes qui travaillent. Oui, alors dans l'Antiquité, les chanteuses, danseuses, comédiennes, etc., on les appelle des intouchables, c'est-à-dire les hommes ne sont pas censés avoir de rapport sexuel avec elles. Donc à partir du moment où elles sont enceintes, elles ne peuvent plus travailler. Qu'est-ce qu'on a aussi ? Alors on a l'avortement thérapeutique, bien entendu, ça c'est reconnu par les médecins. Donc lorsque la vie de la mère est en danger, hein, les naissances hors mariage, surtout lorsque ça se voit, hein, parce que si ça se voit pas, c'est pas très grave. Mais si une femme a eu un rapport avec un esclave de couleur, par exemple, là, ça va se voir. Donc, c'est une raison tout à fait valable. Et enfin, donc, pour limiter... alors là, je vous ai mis les plus sérieuses, mais en réalité, il y en a plein d'autres qui sont parfois assez saugrenues. Hein, mais là, je vous ai mis celles qu'on retrouve le plus souvent. Et enfin, bien sûr, pour limiter le nombre de naissances familiales. Hein. Là aussi, c'est un problème grave dans l'Antiquité. L'économie familiale, hein, les naissances surnuméraires, ça appauvrit les familles. Et il n'y a pas d'allocation familiale. Donc, quand on a beaucoup d'enfants, on devient très pauvre. Alors, au niveau des méthodes, les méthodes, donc, vous avez les méthodes mécaniques, hein, mécaniques externes, extravaginales, ou internes, hein, intravaginales ou intra-utérines. Alors, les méthodes mécaniques, ça peut aller du saut des lacédémoniens, c'est faire sauter les femmes pendant longtemps talons aux fesses, hein, pour déclencher des contractions. Des pressions utérines, pour déclencher des contractions aussi. Les marches forcées, les chaos de voiture, les éternuements, parfois des choses beaucoup plus dangereuses, des chutes provoquées. Bon. Et les méthodes traumatiques intravaginales ou intra-utérines, donc c'est décollement ou perforation des membranes,
donc avec différents instruments, dont des embryos sphanctes, hein, ce sont des tiges de cuivre, vous en avez à côté sur l'illustration, qu'on insère dans le vagin pour faire ouvrir l'utérus et ensuite perforer la membrane, et le maintien du col ouvert, hein, soit avec des glands, c'est des ovules métalliques, ou des cylindres, hein, qui laissent le col ouvert pendant quelques heures ou quelques jours jusqu'à ce que les contractions soient provoquées. Et on a des méthodes chimiques, soit par Klister ou Pesser, soit par voie orale. Et là, ça dépend des propriétés, bien sûr, pharmacodynamiques. Alors, la plupart des produits qu'on trouve, ce sont des vermifuges, des purgatifs et des emménagogues. Mais on trouve aussi des substances vénéneuses, hein, comme le sumac, hein, ou les cantharides, vous savez, ces petites mouches dont l'ingestion est très dangereuse, voire mortelle. Alors, au niveau de l'efficacité, alors il y en a un certain nombre qui sont efficaces, hein, qui provoquent effectivement l'avortement, mais ça provoque aussi des lésions irréparables, ça provoque la stérilité et ça provoque aussi la mort. Hein, très souvent, en fait, beaucoup de textes hippocratiques se terminent par la mère est morte 3 jours après. Ouais. Donc oui, ça a fonctionné, mais à quel prix? Alors là, je vous ai mis un schéma parce qu'en réalité, les pratiques mécaniques externes, ce sont les moins utilisées parce qu'elles sont perçues comme violentes par les patients, mais en réalité, ce sont les moins dangereuses. Et les méthodes chimiques, elles sont perçues comme moins violentes par les patients, mais pourtant, ce sont les plus dangereuses. Donc le problème dans l'Antiquité, c'est qu'on a beaucoup recours aux méthodes chimiques et que ces méthodes chimiques, elles provoquent très souvent des lésions utérines, elles provoquent des intoxications, des cas de stérilité, très souvent, si ce n'est la mort, hein, de la patiente. Donc, le sens de ce passage, c'est « je ne donnerai pas de Pesser abortif à une femme ». Parce que l'idée, c'est que c'est la chose la plus dangereuse. Donc, dans le serment d'Hippocrate, il n'y a bien sûr aucune interdiction à l'avortement, mais au contraire, une écoute particulière de la femme qui souhaite mettre fin à sa grossesse, en disant « attention, ces femmes-là, il faut les protéger », parce qu'en réalité, beaucoup de médecins vont leur proposer des méthodes qui vont conduire à leur mort, ou à leur stérilité, mais potentiellement à leur mort. Hein, donc c'est une mise en garde. Alors je vais vite parce que je crois que je n'ai que 15 minutes, donc je me dépêche. Alors, très rapidement, je voulais voir avec vous quand même le reste, c'est-à-dire le cadre législatif. Que dit la loi dans l'Antiquité? Eh bien, il n'y a dans toute l'Antiquité aucune loi qui porte sur l'avortement. Zéro, rien, ça n'a jamais été interdit. Pourquoi? Pour plusieurs raisons. D'une part, parce que le père, dans le droit grec puis le droit romain, est le seul à pouvoir subir un préjudice. Donc si quelqu'un se plaint, c'est le père. Il peut se plaindre uniquement si on lui a pris quelque chose et qu'il estime qu'il doit avoir réparation. Donc lorsque les pères se plaignent, généralement, c'est lorsque un médecin, qu'il considère qu'un médecin a tué leur femme, par exemple. Mais ça n'a rien à voir avec l'avortement, en réalité. Ça pourrait être autre chose, ça pourrait être une autre opération. Ce serait pareil. D'autre part, la vie de la mère prévaut toujours sur celle de l'enfant. C'est une règle dans l'Antiquité. Donc, ce qui compte, c'est la vie de la mère. Donc, tant que la vie de la mère est préservée, la vie de l'embryon à naître n'entre pas en jeu. Et donc, corollaire, l'embryon n'a pas d'existence légale dans l'Antiquité. Il n'y a pas d'existence légale avant la naissance. Et même, j'ai envie de dire, avant les 3 semaines de vie. Hein. Dans l'Antiquité, on ne donne pas de prénom avant les 3 semaines de vie et on estime que c'est la période pendant laquelle il faut attendre de voir si l'enfant va survivre. Hein, donc il n'a pas d'existence au tout début. Alors, et je finis très rapidement. Ah oui, alors je vous avais mis un exemple quand même de loi qui existe, qu'on a parfois évoqué dans l'Antiquité. C'est la loi sur les poisons, la Lex Cornelia. C'est une loi sur les poisons qu'on a parfois utilisée pour condamner des médecins qui avaient donné des abortifs dans l'Antiquité à des femmes qui étaient mortes. Et là, à ce moment-là, on les condamnait, mais on ne les condamnait pas pour avoir pratiqué des avortements. On les condamnait pour avoir donné un poison qui avait entraîné la mort. Et en réalité, ça arrivait pour bien d'autres cas que les avortements. Hein. Il y avait très souvent des cas d'empoisonnement dans la médecine antique. Et dernière chose, donc quel est le cadre éthique, c'est-à-dire le cadre philosophique sur lequel on s'est souvent fondé pour justifier l'interdiction du droit à l'avortement? Dans la philosophie antique, dans toute la philosophie hellénistique, il n'y a jamais de condamnation de l'avortement. Jamais. Et même, tous les grands philosophes de l'Antiquité ont même plutôt
étaient favorables à l'avortement. Je vous ai donné 2 exemples parmi les philosophes que vous connaissez certainement le plus, Platon et Aristote. Pour tous les 2, il faut pratiquer l'avortement et la sélection des nouveau-nés pour maintenir un équilibre et une paix dans la cité idéale. Vous savez que Platon, c'est celui qui a écrit la République idéale. Dans une démocratie, nous dit Platon, il faut maintenir un certain nombre d'équilibres. En particulier, éviter les surpopulations. Donc pour Athènes, c'est 5000 foyers. Au-delà de 5000 foyers, il ne faut plus qu'il y ait de naissance. Il faut éviter les déséquilibres économiques familiales, parce que ça crée des crises, n'est-ce pas? Et ça crée des désordres sociaux. Il faut bien sûr pratiquer l'eugénisme, c'est-à-dire, dans l'Antiquité, il n'y a pas tout ce qu'on a aujourd'hui pour les handicapés, pour favoriser les accès, etc. Les handicapés, dans l'Antiquité, ils ont une vie terrible. Donc, généralement, à la naissance ou même avant la naissance, quand on se rend compte qu'il peut avoir un problème, on met fin à la grossesse. Et aussi l'âge de la mère. Dans l'Antiquité, les philosophes antiques recommandent, à partir de 40 ans pour Platon et 50 ans pour Aristote, de mettre fin à toute grossesse dès qu'elle dépasse un certain âge, parce qu'ensuite il y a trop de problèmes. Je vous rappelle que dans l'Antiquité, la moyenne médiane d'espérance de vie est entre 40 et 50 ans. Donc techniquement, un enfant qui naît avec des parents de cet âge-là, il ne va pas les connaître longtemps, sauf exception. Donc, rien n'est dit sur l'interdiction de l'avortement, sauf si le fœtus est animé. Alors ça, je finirai avec ça, puisque c'est ça la grosse différence. Animé, c'est-à-dire s'il est doté d'une âme. Pour les stoïciens, c'est la 10e semaine, quand il commence à bouger. Et pour Aristote, c'est 40e jour chez les garçons, 90e jour chez les filles. Vous pourrez me demander après pourquoi il y a une telle différence. Donc, lorsqu'il y a passage à l'animation, là, à ce moment-là, le problème change. Donc, en fait, le problème, il est plutôt là. Donc, tant que l'embryon est inanimé, c'est de la substance. Donc, ce n'est pas un avortement. Et à partir du moment où le fœtus est animé, là, ça devient un être humain en devenir. Et donc, il peut avoir faute morale pour les philosophes, sauf, bien sûr, en cas d'avortement thérapeutique où là, c'est possible jusqu'à la fin. Donc, la grosse différence qui, pour nous, nous intéresse, et la mauvaise lecture qui est donnée des textes anciens, c'est que très souvent, ce que nous, on perçoit comme étant un avortement, pour les anciens, n'était pas des avortements. Ce n'était pas des avortements. C'est-à-dire que pour la pensée de la moderne, pour les modernes, pour nous, on parle de contraception avant la formation de l'embryon, et on parle d'avortement à partir du moment où l'embryon est conçu. Mais dans l'Antiquité, pas du tout. Dans l'Antiquité, on parle de contraception, c'est le terme atokia qu'on retrouve chez Hippocrate ou Soranos d'Éphèse au IIe siècle, notre gynécologue. On parle d'atokia, c'est-à-dire contraception, avant le 3e mois. Et à partir du 4e mois, on utilise le terme phtoron, qui veut dire destruction de l'embryon, du fœtus, qui veut dire avortement, qu'on traduit par avortement. Donc, ça, c'est très intéressant parce qu'il y a un problème en fait, d'interprétation des textes. C'est que très souvent, quand on parle d'avortement, on ne parle pas de la même chose avec les anciens. En fait. Eux ne voyaient pas ça comme de l'avortement. Donc, pour finir, parce que j'ai dépassé le temps qui m'était accordé, j'en suis désolé, aucune interdiction dans toute l'Antiquité, ni dans la médecine, ni dans la philosophie, ni dans les lois, n'a été formulée. Et ça, il faut toujours l'avoir bien en tête. Pour tous les gens qui vous diront « mais si, mais depuis toujours ». Non, depuis toujours, rien du tout. Non, pas depuis toujours. Chacun est propriétaire de ses pensées, mais ne faisons pas dire aux anciens ce qu'ils n'ont pas dit. Donc, aucune loi. On peut dire que la pensée antique, elle a été déformée très largement pour justifier ce que les modernes pensaient, qui sont allés chercher des origines qui n'existaient pas. Et bien sûr, pour finir, je vous dirais que le tournant se situe avec les médecins chrétiens qui, pour les premiers, vont généraliser l'interdiction de l'avortement. Ça se situe à peu près au IVe siècle. À partir du IVe siècle, là, on va avoir les premières interdictions de l'utilisation de l'avortement chez les médecins chrétiens comme Théodore Pritien, qui est auteur d'un traité gynécologique. Et ça se fonde sur quoi? Ça se fonde sur un passage tout simple. Je vous ai dit tout à l'heure que dans l'Antiquité, c'était le père qui avait droit de vie ou de mort sur ses enfants. Et pour les chrétiens, ce n'est plus le père, mais c'est Dieu. C'est Dieu le père. C'est Dieu qui devient le père. Donc c'est à partir de ce moment-là, c'est Dieu qui a le droit de vie ou de mort sur ses enfants, et plus le père. Donc c'est tout simplement une translation du père à Dieu, qui va faire qu'il n'y a plus possibilité, puisque si c'est Dieu qui décide, il n'y a plus possibilité pour les humains, nous pauvres humains, de prendre cette décision-là.
Voilà, désolé pour le retard, je vous remercie.